Mais David Rabouin pourra prendre tout son temps. Le titre, c'est absolu versus local et non pas relatif, c'est-à-dire c'est l'idée que la contradiction opposable à l'absolu par le relatif peut être déplacée en une opposition de l'absolu contre le local, la localisation. Et c'est un antique problème entre nous, dont vous allez entendre une version modernisée. Bien, ben merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas creuser l'écart et je finirai cette séquence par une intervention, une déclaration qui va être plus questionnante que les précédentes. Je suis absolument heureux d'être ici, mais j'avoue que je suis encore loin d'être parvenu à digérer le massif de l'immanence des vérités et la technicité sur laquelle il s'appuie. Donc mon intervention va consister essentiellement à reprendre ce que je vois comme la séquence problématique des 3 volumes autour de grandes questions et développer certaines questions qui restent à mon sens ouvertes aujourd'hui et que j'aimerais adresser à Alain d'une part, mais surtout avec lesquelles j'aimerais que vous repartiez. Cela dit, je dis tout de suite qu'il est fort possible que ces questions soient uniquement le fait de mon ignorance et du fait que je n'ai pas compris certains détails. Alors, il me semble que la question qui s'ouvrait de manière assez claire après L'être et l'événement, question qui avait préoccupé beaucoup de lecteurs, c'est que L'être et l'événement fournissait une théorie formelle, ontologique de l'événement, mais nous donnait peu d'éléments pour arriver à saisir comment attraper des événements dans la vraie vie, et qu'il y avait une certaine tension entre cette théorie très abstraite et son horizon avoué, qui était l'engagement militant, l'engagement existentiel dans lequel il fallait pouvoir, d'une manière ou d'une autre, s'attacher à des vérités, à des événements. Cette première question, qui était ouverte, était doublée par une autre question complètement indépendante, qui était une question technique, qui avait été soulevée notamment par Jean Toussaint de Santi, c'est que L'être et l'événement s'appuyait sur un langage qui paraissait totalement dépassé pour les mathématiciens, puisque les mathématiciens ne s'intéressaient plus tellement à la théorie des ensembles et ne considéraient pas nécessairement que la théorie des ensembles était le meilleur fondement pour les mathématiques. Ils étaient déjà passés à autre chose qui leur était donné par la théorie des catégories. Alors cette seconde question a donné beaucoup de fil à retordre à Alain Badiou, puisque en se tournant vers la théorie des catégories, il a d'abord perçu les contours d'une ontologie alternative à la sienne, une ontologie concurrente, qui venait de l'intérieur des mathématiques et qui, contrairement à d'autres alternatives, ne pouvait pas être taxée de vouloir limiter les mathématiques, comme par exemple ce qui pouvait exister du côté de l'intuitionnisme. Et ce qu'a proposé Logique des mondes, de manière assez brillante, et qui nous avait beaucoup impressionné à l'époque, c'est de régler ces 2 problèmes à la fois, ces 2 questions à la fois. D'une part, en se saisissant d'une partie de la théorie des catégories, qui est la théorie des oméga ensembles complets, vue du point de vue de la théorie des faisceaux, et d'autre part, de développer à partir de ça toute une phénoménologie et une théorie des corps et des sujets, donc de répondre à l'autre question. Okay. Mais l'enrichissement du côté d'une phénoménologie était tellement puissant qu'on pouvait alors se demander, c'est une question qu'on avait posée avec mon ami et collègue Patrice Maniglier, mais finalement, à quoi sert l'ontologie? Puisqu'on a tout ce qu'il faut maintenant pour décrire les mondes sans s'appuyer sur la théorie des ensembles comme fondement, ni sur le point de vue d'une ontologie. C'est une question, je voudrais souligner, qui est interne au système. Elle ne vient pas du tout de l'extérieur. Il ne s'agit pas de faire valoir une autre ontologie, mais de souligner qu'on peut retrouver tout ce qui est nécessaire de l'ontologie ensembliste à l'intérieur de la phénoménologie comme une certaine manière d'identifier des éléments. D'un point de vue plus technique, vous pouvez retrouver tout ce dont vous avez besoin de la théorie des ensembles, du point de vue de la théorie des catégories. Vous pouvez même traduire entièrement ZFC à l'intérieur de la théorie des catégories. C'est ce qu'on appelle la théorie algébrique des ensembles. Alors pourquoi continuer à s'accrocher à cette idée qu'il y avait une ontologie? À cette question, Alain Badiou nous avait répondu très clairement que l'ontologie, c'est-à-dire la théorie des ensembles, était d'après lui ce qui seul garantit le caractère absolu des vérités.
Et c'était une réponse qui, pour nous, gardait une part de mystère. On ne voyait pas du tout pourquoi, on ne voyait pas du tout pourquoi il disait ça. Maintenant, avec le troisième volume, on comprend. C'est-à-dire que là, il est assez clair que la théorie des vérités est ancrée dans une théorie de l'absolu et de la notion d'œuvre, qui vient compléter celle de sujet et de corps. Et cette notion d'œuvre ne prend sens que sur fond d'une échelle d'infini qui est donnée par la théorie des ensembles et dans laquelle on peut percevoir les infinis comme différentes manières d'exprimer cet absolu. Ça a été expliqué de manière technique tout à l'heure par Thomas. Mais je voudrais faire remarquer que dans cette théorie, absolu a au moins deux sens distincts sur lesquels je voudrais attirer l'attention. D'un côté, il y a la position d'un référent ontologique absolu, c'est cette fameuse classe de tous les ensembles, V. Okay. Mais de l'autre, il y a une thèse en droit complètement indépendante de cette première position d'absolu, selon laquelle on peut préserver dans ce cadre une absoluité des vérités. Les deux sens de l'absolu sont liés de la façon suivante, je cite page 20, « Le fait que les vérités dépendent quant à leur surgissement d'un appareillage événementiel subjectif n'interdit nullement qu'une fois œuvrées dans un monde, elles sont absolues en un sens précis, qui est, on le verra, leur inscription définitive dans des classes infinies que j'appellerai avec Spinoza les attributs de l'absolu. » C'est ça qui relie les deux sens d'absolu. Les vérités sont absolues en tant qu'elles s'inscrivent définitivement à un certain lieu dans cette hiérarchie, et ce lieu est marqué par le fait qu'elles expriment V, okay, qu'elles expriment le référent absolu. Mais ce lien entre les deux sens absolus, il faut voir qu'il advient sur le fond d'une tension assez importante. De fait, le phénomène du forcing sur lequel s'appuie Alain Badiou pour édifier sa théorie de l'événement implique la chose suivante. C'est par définition de ce que fait le forcing. Pour certains énoncés qui sont vrais dans un certain modèle de la théorie des ensembles, il est possible de construire un autre modèle, qu'on appelle son extension générique, une extension générique, dans laquelle l'énoncé est faux. Hein, ou l'inverse. Ça veut dire quelque chose d'assez dramatique. Sub specie aeternitatis, c'est-à-dire du point de vue du référent ontologique absolu. La vérité qui soutient un événement n'est justement ni vraie ni fausse. Elle est vraie dans certains modèles et fausse dans d'autres. C'est obligé, c'est la construction elle-même qui vous dit ça. Non seulement rien ne garantit donc son éternité, mais on est même sûr que du point de vue de l'absolu, ces énoncés ne sont ni vrais ni faux. Okay? Sinon, le forcing ne fonctionne plus. C'est l'objection que j'avais formulée il y a quelque temps à partir d'un article du mathématicien John Bell, dont le titre me semblait particulièrement parlant, puisque l'article s'appelle « Des mathématiques absolues aux mathématiques locales ». Et en gros, on n'a plus besoin des mathématiques absolues, c'est ce qu'expliquait John Bell, précisément par ce qu'on a appris par la méthode du forcing. Cet article me semblait intéressant pour deux raisons. D'une part, il se passe dans le cadre d'une comparaison avec la théorie de la relativité d'Einstein, chose dont je n'avais pas parlé jusqu'à présent, mais sur laquelle je vais insister aujourd'hui. Et il fait valoir que la perte de l'absolu n'est pas, dans ce sens précis, n'est pas quelque chose que nous devons regretter ou qui nous ferait sombrer dans une forme de relativisme. C'est pour moi un point clé. Local, mais pas relativiste. En tout cas, pas relativiste au sens culturel du terme que Alain Badiou exècre, comme moi. D'autre part, Bell se place également dans le cadre qui est exactement le même que celui de logique des mondes et qui est celui de la théorie des topoi. Simplement, il en donne une interprétation complètement différente, qui est exactement celle qu'on avait suggérée de manière non technique avec Patrice, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on va avoir des théories des ensembles qui sont des théories des ensembles locales, c'est-à-dire que chaque topos peut être vu comme une manière de faire de la théorie des ensembles. Okay. Mais il y en a plusieurs mondes possibles. Okay. Ce qui a un effet extrêmement dramatique, c'est que la notion d'ensemble n'est pas fixée, elle n'a pas un sens clair, elle varie en fait en fonction de ces différents points de vue. Un point sur lequel je voudrais insister est que le parallèle avec la théorie de la relativité rend manifeste le fait suivant. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre la rhétorique anti-finitude qui domine dans l'être à l'événement 3, nous ne perdons pas, mais nous gagnons en puissance explicative en suivant une approche locale.
Ou si vous préférez, on ne peut pas se contenter de dire local égale relativiste égale abandon de l'universalité des vérités, car ce même raisonnement devrait alors s'appliquer à la théorie de la relativité d'Einstein. On n'a plus de temps absolu, ça serait horrible, okay, on serait tombé dans le relativisme culturel, etc., etc. Je pose donc la question suivante, je vous la pose, partez avec. Est-ce que vraiment la physique relativiste est le signe de notre chute dans le matérialisme démocratique, de notre acceptation de la domination du marché, de notre incapacité à soutenir aujourd'hui une parole de vérité ayant prétention à l'universalité? Faut-il, de ce point de vue, s'engager à défendre à nouveau l'idée d'un temps absolu? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, Bergson l'a fait, il l'a fait magnifiquement. Mais il me semble qu'on voit bien qu'on ne pourra pas s'en sortir simplement en disant que l'approche locale nous livre pieds et poings liés aux mains du relativisme contemporain. Ceci est lié à un phénomène très important sur lequel je reviendrai, c'est-à-dire le fait que la mathématique relativiste s'attache à l'exact opposé du relativisme culturel, à la recherche d'invariants. Il y a donc une équivoque à faire comme si les deux sens du relativisme étaient le même, et c'est pourquoi je vais préférer dire, avec John Bell, local. Je dirais plus relatif. L'autre point sur lequel je voudrais insister et qui est lié au fait que cette objection prend sa source dans la théorie des topoi, c'est-à-dire dans la logique des mondes elle-même, c'est qu'il est curieux de la relier à une forme de constructivisme. Il serait curieux de la relier à une forme de constructivisme. Comme je l'ai... non, je ne l'ai pas rappelé, mais en fait, la solution que Alain Badiou avait trouvée à l'époque de Logique des mondes consistait à dire que la théorie des catégories n'est pas une ontologie parce qu'elle est une logique. Elle est une théorie des mondes possibles. Et l'ontologie doit être une théorie des mondes réels. Autrement dit, la théorie des catégories nous donne trop. Donc vous voyez qu'on ne peut pas lui faire l'objection en même temps qu'elle ne donne pas assez, puisqu'elle nous livrerait au local, etc., et trop, puisqu'elle a une théorie des mondes possibles, elle est trop large par rapport au monde réel. Donc ici, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Certes, l'invariant qui se dégage dans la variation des mondes possibles est l'arithmétique constructive, dans l'article de Bell. Il montre qu'en fait, la chose qui est minimalement partout, c'est l'arithmétique constructive. Donc on a l'impression qu'on gage beaucoup, qu'on donne beaucoup au constructivisme. Mais je voudrais faire remarquer que ce résultat est valable en théorie des ensembles, n'a rien à voir avec la théorie des topoi. En théorie des ensembles aussi, la partie la plus stable par forcing, c'est l'arithmétique. Et dans l'arithmétique, la partie la plus stable, c'est l'arithmétique constructive. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de différence. On ne peut pas rejeter l'une au motif qu'elle va nous livrer. C'est juste un constat. La partie la plus stable, la plus simple, la plus maîtrisable, c'est l'arithmétique constructive, c'est tout. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Le point sur lequel je voudrais insister est donc que la difficulté est ici interne au système et absolument indépendante du fait qu'on se place dans un cadre catégorique ou non. Que vous placiez dans un cadre catégorique ou ensembliste, l'image qui se dégage après Cohen et sur laquelle je vais revenir à la fin de l'exposé, c'est plutôt qu'on a affaire à des mondes possibles dans lesquels il y a un noyau invariant extrêmement simple qui est le noyau constructiviste, et après il y a des noyaux plus compliqués sur lesquels on essaye de réfléchir, mais dès qu'on commence à réfléchir sur ces noyaux, on a une diversité de modèles. Donc vous avez eu un petit aperçu dans le schéma tout à l'heure. Alors, et donc si on a une diversité de modèles, on a une forme de relativité du vrai, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de rechercher les invariants, mais c'est une approche dans laquelle on cherche les invariants qui ne sont pas donnés. Alors la réponse d'Alain Badiou à ce défi est formulée aux pages 68 et 69, et elle est très claire. Elle consiste, je regarde le temps, à reprendre le programme de Woodin. Et l'idée est de dire qu'en fait, les phénomènes d'indétermination qui sont liés au forcing sont liés en fait à quelque chose qu'on va supposer, on n'en sait rien, on va supposer. Et ces phénomènes d'indétermination seraient liés au fait qu'on n'a pas trouvé le bon système d'axiome pour la théorie des ensembles. C'est ça l'idée. Donc c'est ça la vraie réponse à l'objection de Bell. On dit, mais en fait, il nous manque un certain nombre d'axiomes qu'on va rajouter. Et ici, Alain Badiou fait un parallèle avec les axiomes de corps qui ne vous permettent pas d'isoler la structure des nombres réels, mais dès que vous précisez que ce corps doit être totalement ordonné, archimédien et complet, il n'y a plus que les nombres réels, ça y est, vous l'avez attrapé. Okay. Le pari, c'est qu'on peut faire la même chose avec la notion d'ensemble. Pari, l'expression est d'Alain Badiou, dans ces pages même, et de Woodin en fait. Mais il faut faire ici plusieurs remarques qui vont former un fiction de questions ouvertes à ce stade pour moi. Tout d'abord, c'est un pari, c'est une croyance.
dont Woodin, c'est une expression utilisée dans l'immanence des vérités, est le prophète. Donc ici, on a un changement complet du statut des mathématiques. Maintenant, il ne s'agit plus de prendre les mathématiques comme des théories où il y a des consensus ou quoi que ce soit. Dans les mathématiques, il y a des églises avec des prophètes, et puis on va en écouter un et on va le suivre. Bon, ok. Je dirais, à minima, on peut déjà se demander, y a-t-il d'autres prophètes? Y a-t-il d'autres prophètes? Sûrement, sûrement. Alors, il y a d'autres prophètes, et je voudrais vous le dire. Allez écouter les autres prophètes aussi. Et je ne vais pas les choisir dans la théorie des catégories. Il y a des gens qui disent la théorie des ensembles, ça ne sert à rien, c'est devenu une petite province. C'est vrai, il y a quelques spécialistes et tout, mais à l'échelle des mathématiques, je ne vais pas, non. Allons regarder dans la théorie des ensembles s'il n'y a pas d'autres églises et d'autres prophètes. Alors, il y a un prophète extrêmement important, à côté de Hugh Woodin et de toute l'école californienne qui a été mentionnée tout à l'heure, qui s'appelle Joel David Hamkins, et qui, depuis les années 2000, a publié une série de papiers en expliquant que ce programme ne marchait pas. Le programme de Woodin ne marche pas, il ne marchera jamais. Donc c'est intéressant. Vous avez ici une autre prophétie. Alors évidemment, il n'a pas de démonstration, sinon ça serait réglé toute cette affaire. Tout ça, c'est pari contre pari, prophétie contre prophétie. Simplement, là, ce n'est pas du tout des constructivistes. C'est des gens qui font de la théorie des ensembles avec des grands cardinaux. Ils sont tous là-dedans. Et la position de Hamkins, alors vous pouvez aller regarder un article qu'il a fait dans The Review of Symbolic Logic en 2012 qui s'appelle « Le multivers des ensembles ». Donc là, c'est très clair. Et l'idée, je vous la livre comme ça d'un trait, c'est qu'on n'a pas un univers des ensembles, on a un ensemble de mondes possibles qu'on va appeler un multivers. C'est très simple. C'est la même idée que chez Bell, en fait, si vous regardez. Simplement, lui, il la traite de manière technique de l'intérieur de la théorie des ensembles. Alors, je vais juste noter un certain nombre de traits qui me semblent intéressants. Premier trait très intéressant, Hamkins se déclare platonicien. Et il dit... Les autres se sont trompés en croyant qu'être platonicien, ça voulait dire qu'il n'y avait qu'un seul univers. Parce qu'on peut être un platonicien de niveau supérieur, on pense qu'il y a plusieurs univers. C'est tout à fait platonicien. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez, c'était la position de Leibniz, qui était platonicien. Il y a plusieurs mondes possibles, mais tout est dans l'entendement divin, sous la forme de ces mondes possibles. Et ça, pour Leibniz, c'était une position platonicienne stricte. En fait, elle utilise le même argument que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur la puissance expressive de la théorie, et elle le fait au nom d'un principe qui, à mon avis, est totalement proche du principe de maximalité revendiqué par Alain Badiou. Et ça consiste à dire, on ne va pas arrêter de regarder l'ensemble des autres modèles sous prétexte que peut-être on va en trouver un qui est meilleur que les autres. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça consiste à dire, donc le référent absolu est maintenu, il est maintenu sur un réservoir des formes possibles, mais en revanche, on ne maintient pas l'absoluité des vérités, on dit, ben non, on regarde, c'est ça qu'on fait en théorie des ensembles, on regarde les différents modèles. De fait, supposons, dit Hamkins, qu'on trouve un axiome compatible avec l'existence des grands cardinaux et qui prouve, comme l'espère, ou peut-être comme l'espérait Woodin, la négation de l'hypothèse du continu. On a déjà vu que ça y est, on est passé à d'autres hypothèses, mais celle-là a beaucoup excité les théoriciens des ensembles. Eh bien, ce que dit Hamkins, il dit, est-ce que ça voudrait dire qu'on va devoir jeter à la poubelle la moisson de résultats qu'on a sur les modèles où l'hypothèse du continu est vraie? Il dit, ben non. Nous, théoriciens, on va continuer à les regarder. Simplement, on sait que dans cette classe des modèles, elle sera fausse, et ça sera intéressant, et on le gardera à côté des autres. De manière très intéressante, Hamkins utilise la même métaphore qu'Alain Badiou. C'est pour ça que j'aimais bien aussi l'article de John Bell, parce qu'il utilise les mêmes références qu'Alain Badiou. Hamkins utilise la même métaphore qu'Alain Badiou à propos des corps, mais pour soutenir exactement l'argument contraire. Il dit, une fois que vous avez trouvé que, par exemple, les nombres réels sont un corps totalement ordonné archimédien complet, est-ce que ça vous allez arrêter de faire la théorie des corps? Ben non. Et ce que font les mathématiciens, c'est la théorie des corps. Ils ne font pas la théorie du corps archimédien complet, totalement ordonné. Okay? Ils peuvent la faire, mais c'est à l'intérieur de la théorie des corps. On a de même qu'on fait la théorie des groupes. Et là-dedans, il y a plein de types de groupes. L'autre remarque que je voudrais faire, et cette fois elle est interne au programme de Woodin et à la notion de vérité essentielle, c'est que Alain Badiou présente la notion de vérité essentielle de Woodin comme un approfondissement de la notion de vérité absolue au sens de Gödel, c'est-à-dire quelque chose qui est, quand il est vrai dans un modèle, est vrai dans V tout entier. Okay? Ça, c'est la notion de vérité absolue. Mais en fait, la notion de vérité essentielle de Woodin est assez différente. J'aimerais ici attirer votre attention. Parce qu'en fait, le programme de Woodin consiste à chercher, et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, des vérités qui résistent au forcing.
C'est ça qu'on veut. On veut fixer l'univers de telle sorte que toutes les valeurs de vérité des énoncés soient bloquées. Okay. Alors, en fait, il y aura toujours des phénomènes de forcing, mais on veut le rigidifier suffisamment bien pour qu'on ait ici une classe de modèles suffisamment maîtrisable. La notion de vérité essentielle, c'est exactement ça. C'est quelque chose qui est stable quand vous forcez la situation. Donc vous pourrez toujours forcer, mais il y a une partie qui restera. Okay. Donc il y a deux choses ici qui sont vraiment intéressantes. C'est que, d'une part, cette notion de vérité essentielle est typiquement la recherche d'invariants parmi des mondes possibles, exactement comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais d'autre part, et là, je crois qu'il y a une vraie équivoque sur les sens qui est liée aux différents sens de la notion d'absolu que j'ai pointé tout à l'heure. De fait, et je voudrais m'arrêter là-dessus. Ça va? Pas trop. Je suis dans les... De fait, si on maintient que seul mérite le nom de vérité des énoncés obtenus par forcing, c'est-à-dire des choses qui arrivent par des événements, okay, le reste étant soumis à un registre ordinaire et langagier du discours vrai, alors il est clair que ces vérités-là, même si elles continueront à exister dans un univers qu'on aurait rigidifié par ajout de nouveaux axiomes, ne pourront justement pas être des vérités essentielles au sens de Woodin, par définition. Une vérité au sens de Woodin, c'est une vérité que vous ne pouvez pas forcer. Donc ici, il y a une vraie équivoque. On ne peut pas tenir à la fois que la vérité est liée à l'événement et donc à des vérités que j'ai forcées, et maintenir d'un autre côté que c'est comparable à la notion de vérité de Woodin. En fait, c'est opposé. La notion de Woodin, elle semble en tout cas, mais là, ça peut venir de mon ignorance, opposée. Donc ici, je me réfère à la belle présentation que Patrick Dehornoy, qu'on a cité tout à l'heure, a faite des travaux de Woodin, qu'on trouve facilement en ligne, et dans lequel il explique bien qu'en fait, c'est une recherche d'invariants. Et si on le prend comme cette recherche d'invariants comme absolue, alors ça va être compatible avec l'approche locale, mais incompatible avec l'approche absolutiste qui est revendiquée dans l'autre sens des vérités absolues. Alors, ça demanderait beaucoup plus de temps pour déplier toutes ces questions que je n'en ai ici. Je finis par une dernière remarque qui me semble importante. Comme vous l'avez certainement noté, tout ce que je viens de dire ne touche absolument pas à ce qui forme le cœur de l'être et l'événement 3, c'est à savoir une théorie de l'œuvre comme manière dont nous pouvons exprimer l'infini dans le fini. Mais c'est ce qui rend ces questions si pressantes et si intéressantes. De même qu'on pouvait demander à la fin de Logique des mondes, mais à quoi bon l'ontologie? Et qu'Alain Badiou répondait « Nous avons besoin de l'ontologie pour fonder l'absoluté des vérités », je voudrais demander aujourd'hui « Mais à quoi bon l'absolu ?» Non pas au sens du référent absolu, que nous allons garder, mais nous pouvons tout à fait le garder comme un réservoir de mondes possibles ou de multivers, mais au sens de l'absoluité des vérités. À quoi bon l'absolu si tout ce qui est présenté des œuvres reste vrai dans l'approche locale du multivers ensembliste? Je vous remercie. Merci vraiment. Tu as développé une nouvelle étape de notre querelle infinie. Et c'était tout à fait, tu l'as fait avec beaucoup d'éclat et beaucoup de talent. Et tu me rappelles à moi d'avoir à fonder l'absoluité du local. Voilà. Merci.